Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou. Je suis avec la délicieuse AJ Lim que vous reconnaissez très certainement. Nous avons fait un direct à Paris dans un théâtre, une délicieuse interview qui a été énormément diffusée. Je connais AJ Lim maintenant depuis un certain temps, admiratif de son parcours et puis de tout ce que tu as dû traverser pour en arriver là. Tu viens de Corée à l'âge de 12 ans, t'as forcé un petit peu la main de tes parents, t'as dit non, c'est ça, j'ai envie de jouer au piano, j'ai envie de jouer de la musique classique. Tu savais, ça t'a pris. C'était ta mission d'âme, on va dire. Est-ce que tu vois ça comme quelque chose qui était plus grand que toi, que tu devais absolument faire, et c'est toujours ça, il y avait un appel quelque part du cœur qui t'a amené à faire ça? Ah mais oui, bien sûr, le piano était absolument un prétexte, effectivement, pour aller en France, pour commencer une nouvelle vie, pour m'accrocher à cette bonne étoile qui me disait que voilà, c'est une aventure allait commencer et qu'elle allait vraiment m'amener très très loin. J'en étais persuadée et je voyais pas l'inconscience du danger ou de la folie que ça pouvait représenter. J'étais tout simplement dans une naïveté absolument inconsciente. Je croyais absolument à cette étoile, mais en même temps, j'avais travaillé quand même pour soutenir cette foi, en fait. Et bien sûr, on parle de la musique classique, mais je suis musicienne classique dans le sens où je suis musicienne décoiffante. Parce que la musique classique, pour moi, c'est une musique totalement décoiffante. T'en parles souvent d'ailleurs, et quand on te voit sur scène, on voit et les photos qu'il y a de toi, elles sont absolument fabuleuses, où on voit tout ce corps, toute ton énergie y est, ton âme aussi. C'est un magnifique duo. D'ailleurs, ton livre qui vient de sortir, Le don du silence, aux éditions Albin Michel, en parle. Et j'aimerais parler un petit peu plus tard de cette qualité justement du silence, de cette qualité d'écoute qui permet de ensuite pouvoir poser cette musique et qu'elle soit entendue et qu'elle résonne dans nos cœurs, parce que c'est... Comment tu vois la musique en général? Et toi, tu affectionnes particulièrement la musique classique. Ici, on est au Jazz Club Étoile, au Méridien, donc dans Paris, donc c'est une musique différente. Mais toi, tu la vois en effet comme décoiffante, cette musique. Et ça résonne avec nos âmes. On est au-delà du conscient, on est dans l'inconscient, et ça nous parle à un autre niveau. Mais oui, bien sûr, le langage du cœur à cœur, la musique n'a pas besoin de mots, ça nous parle directement à l'inconscient en l'influençant. Donc effectivement, elle a un pouvoir extraordinaire, et selon la musique qu'on écoute, nous pouvons nous transformer comme en un être violent ou en un être absolument doux ou sublime. Et la musique peut vraiment nous aider. Et j'ai l'impression que la musique en elle-même, c'est l'art, c'est un art. Et l'art est pour moi l'expression de l'âme, dont la musique est l'outil. Mais cet outil peut être la peinture, la cuisine, ça peut être le théâtre, la danse, et ça peut même être vraiment, moi j'aime beaucoup dire ça, ça peut vraiment même être un balai, c'est-à-dire passer un coup de balai. C'est-à-dire passer un coup de balai avec cette mission et la vocation pour la beauté. Nous pouvons tout à fait passer un coup de balai en disant « je rends le monde meilleur, c'est pour la beauté, je rends cet endroit propre ». Et je suis habitée par cette mission pour la beauté, et nous pouvons très bien passer un coup de balai en disant « oh ben ça m'énerve ». Exactement de la même façon, nous pouvons tout à fait composer une symphonie d'1 heure avec un background de théoriciens extraordinaires, d'érudits, de musiciens. On a beau avoir fait des études dans les plus grandes universités, et on peut composer une musique extrêmement moche et dissonante juste pour dire oh voyez, m'as-tu vu comme je compose bien, comme c'est très compliqué, comme c'est bien savant, tu vois. Et alors même si tu peux avoir composé une symphonie d'1 heure, si cet acte avait été habité que par une espèce de suffisance, et ben pour moi ça ne vaut absolument rien à côté d'un acte où tu passes un coup de balai en étant habité par la beauté. Et donc pour moi, la musique c'est ça, la musique c'est être habité par la beauté et le désir de la répandre autour de soi. Et pour moi, effectivement, ça a pris le visage d'un piano, mais je peux tout à fait admirer et respecter immensément que ça ait pris le visage d'un coup de balai ou d'un pinceau ou d'un stylo pour écrire un livre. Et donc ce n'est pas différent d'autres disciplines. Et pour pouvoir être dans cet instant, parce que ça, on peut le faire le parallèle dans nos vies, justement, et c'est chouette que tu parles du coup de balai, parce que ça, contrairement au piano, on peut pas tous en dire autant, mais le coup de balai, oui. C'est qu'il y a cette magie de l'instant présent,
Et pour vraiment ressentir cet instant présent, et je sais que tu étudies énormément aux côtés de Sangdam, et je vais pouvoir aussi l'interviewer parce que il a tellement de belles choses à enseigner. Vous faites un très beau duo. Il y a ce côté, ce moment présent, cette qualité du silence du moment présent. Alors, le moment présent, c'est le silence tout d'abord. Donc, avant même l'émergence d'un son, il me faut absolument être habité par le silence intérieur, qui est pour moi en fait le premier son. Et selon la qualité de ce son-là, de ce silence, eh bien, le son matériel que je vais produire va totalement dépendre de la qualité de ce son subtil, j'aimerais dire. Donc, la musique, c'est la même chose que le silence, c'est-à-dire c'est une dualité, c'est le noir et le blanc. C'est un reflet de l'âme, c'est un reflet de mon état intérieur. Tu sais, on peut très bien avoir travaillé énormément une œuvre durant des années, peut-être même durant 20 ans. Et peut-être aujourd'hui, je vais jouer cette pièce, mais mon état d'esprit n'est pas en totale osmose avec elle, ou peut-être que je suis concernée par quelque chose, et alors je vais pas bien la jouer. Donc, il ne suffit pas seulement de travailler, ou il ne suffit pas seulement de l'avoir étudié, mais justement, il est extrêmement important, et ça fait peut-être même 90%, j'aimerais dire, d'être présent. Ouais. D'être présent en ce moment-là, ici et maintenant, pour pouvoir justement servir, rendre justice à l'œuvre musicale que tu as travaillé peut-être pendant des années. Mais il suffit que tu ne sois pas présent ici et maintenant, et que la qualité de ce silence intérieur ne soit pas là, ça va pas être bien, quoi. Et comment tu as fait pour traverser toi-même ces moments de difficulté ou de désespoir, ou tout au long de ce parcours, par exemple, quand tu as commencé, tu étais en banlieue parisienne et tu as dû oser jouer au piano comme ça, peut-être même déranger d'autres personnes, prendre tout ton espace, le piano prend de la place, la musique aussi. Comment cohabiter dans ce monde justement de brouhaha et en même temps qu'il y a besoin de silence? Comment tu fais pour trouver ta place? Parce que là aussi, pour prendre du temps, pour pleinement apprécier ce silence, pour pleinement l'accueillir, faut prendre de la place, faut prendre sa place. Non? Mais absolument. En fait, ça a beaucoup à voir avec le coup de foudre et l'amour. C'est-à-dire, je peux te raconter tout à fait une histoire. J'avais 13 ans, je suis tombée absolument amoureuse de la sonate de Liszt, que je voulais absolument la jouer. Mais ça dépendait de ma vie, je ne pouvais plus dormir, plus manger sans jouer cette sonate de Liszt, ça dépendait tout à fait de ma vie. Et je demande à ma prof de piano si elle veut bien me l'enseigner, et elle me dit, mais non, tu dois avoir absolument 16 ans avant de la jouer. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à mener une double vie. Liszt et la sonate de Liszt était devenu mon amant secret, quoi, que j'allais voir avant mes cours et après mes cours. Au conservatoire, je dénichais comme ça des studios de piano qui étaient loin de la salle de piano où enseignait donc cette prof qui m'interdisait disait de jouer cette pièce. Alors évidemment, si je voulais suivre un peu la bonne apparence, ou alors la bonne manière, ou être une bonne élève, réussir à mes examens. Évidemment, je n'aurais pas fait ces sacrifices puisque je menais une double vie. Dans une vie, je devais jouer le répertoire qui était imposé par le conservatoire, et puis dans une autre vie, je faisais vraiment le répertoire qui me plaisait. Mais c'était mu absolument par la passion. Je ne pouvais pas faire autrement. Donc évidemment, je ne pensais même pas où est ma place, ou qu'est-ce que je dois faire. Simplement, je devais faire ça. Ouais. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, heureusement que j'ai quand même tenu à travailler cette pièce-là, puisqu'elle m'est devenue vraiment une œuvre absolument importante, qui m'a donné la liberté, qui m'a appris énormément de choses. Et ensuite, lorsque j'ai rencontré le grand professeur Henri Barda, il m'a reconnu dans cette sonate-là. Il m'a pas dit mais c'est nul ou quoi. Il m'a dit mais tu la joues bien, heureusement que tu l'as travaillé. Il m'a encouragée dans cette voie-là. À ce moment-là, je lui ai pas dit que je l'avais travaillé en secret et tout ça, mais en tout cas, j'avais eu l'approbation d'un très grand maître qui m'approuvait dans cette liberté que je me suis permise de prendre, en fait. Et en art, la liberté intérieure, pour moi, est vraiment très important, parce que lorsque tu es devant un piano, c'est toi qui t'exprimes avec ton cœur, avec ton âme, avec tout ton savoir, avec toutes tes connaissances, c'est toi qui la joues.
cette musique-là. Donc même si le plus grand professeur, même si le plus grand maître ou compositeur vient te dire mais non, mais ça il faut pas jouer comme ça il faut pas jouer comme ci, il faut pas jouer cette œuvre-là, mais tu t'en fous. Ouais. Enfin, c'est pas lui qui va jouer à ta place, excuse-moi. Et ce qui est important, c'est est-ce que tu sens un amour absolument authentique et sincère par rapport à l'œuvre, et est-ce que tu es prête à la jouer. C'est la seule chose qui compte pour moi. Un peu rebelle quand même très rebelle. Rebelle par rapport à la façon dont on joue la musique classique, rebelle dans ton parcours, rebelle dans ta façon de jouer, d'interpréter, tout ça. T'as envie de changement? Je n'ai pas envie de changement, j'ai envie d'authenticité, de sincérité. Ça, vraiment, c'est très important. Pourquoi ? Parce que c'est pas parce que un académisme ou une tradition veut que une œuvre soit jouée d'une telle façon, tu vas comme ça ou comme ci, que tu dois te trahir et que tu te dises d'accord, si cette tradition c'est à la mode en ce moment et qu'il faut jouer comme ça, alors jouons-la comme ça, alors que ton cœur dit non. Ça serait vraiment une trahison en tout cas. Je cherche d'abord quelle était l'intention du compositeur, d'un être de génie comme Beethoven par exemple. Je dis mais qu'est-ce qu'il a voulu, pourquoi il a composé cette note-là plutôt que celle-là, pourquoi il a composé cette sonate-là, dans quel contexte, qu'est-ce qu'il vivait à ce moment-là. Donc je lis ses lettres, qu'est-ce qu'il pensait à ce moment-là, qui il aimait, avec qui il était en conflit, quel était son état psychologique et spirituel à ce moment-là. Donc j'étudie tout le contexte social, historique et spirituel de cette personne, de génie. Donc je m'imprègne de son personnage, donc j'apprends beaucoup plus sur la vie aussi en même temps. Et seulement après, j'essaie vraiment de saisir l'intention du compositeur. Mais évidemment, tout ce travail, je dirais, théorique et historique vient après mon coup de foudre avec l'œuvre. Il me faut absolument le coup de foudre total, absolu avec l'œuvre en question. Et ensuite, voilà, je fais mes petites recherches de détective privé, on va dire, de Sherlock Holmes, tu vois. Et voilà, une fois que tu es vraiment clair par rapport à l'intention du compositeur, tu es authentique, tu es sincère, tu peux vraiment apporter tout ton être pour exprimer tous ces sentiments humains, toutes ces émotions qui sont vraiment sublimées. Tu vois, ce qui est le pouvoir de la musique, c'est même si tu exprimes la colère, la musique te permet de créer un catharsis et la purifier. C'est-à-dire que la colère est sublimée. Donc tu peux tout à fait, mais alors t'éclater. Très thérapeutique, oui. Ah oui, tu peux t'éclater au piano, tu peux t'énerver, mais puisque cette colère est exprimée en musique avec un élan libérateur, eh bien c'est extraordinaire parce que ça te guérit. Par exemple, tu peux tout à fait écouter la pathétique de Tchaïkovski, la 6e symphonie. Après ça, t'as plus envie de te suicider. Peut-être que tu avais envie de te suicider, que tu étais vraiment dans un état extrêmement noir. Eh bien, écoute, tu écoutes la pathétique de Tchaïkovski, qui est dans un état d'esprit totalement noir. Eh bien, après avoir écouté cette symphonie, je peux t'assurer que tu n'as plus envie de te suicider. Que la vie pénètre dans cette... La vie pénètre avec empathie et compassion. Parce que Tchaïkovski, lorsqu'il a composé la pathétique, ces symphonies, c'est comme s'il avait ressenti toute la souffrance humaine et qu'il l'a consolée en l'exprimant en musique. Alors, en étant au même diapason pour permettre cette ouverture, parce que c'est vrai que sinon c'est dur de communiquer et d'aider. D'où une grande empathie, une grande compassion qui émerge en fait de la symphonie. Alors lorsque tu vas très mal, tu écoutes pourtant une œuvre qui s'appelle Pathétique, tu as l'impression qu'elle te comprend. Et qu'elle est au même diapason que toi, effectivement, mais qu'elle te console en plus, et qu'elle a sublimé ce sentiment très très noir. Elle a sublimé, elle l'a élevé, elle l'a rendu belle en fait. Parce que je pense que véritablement la tristesse ou la tragédie ou le désespoir est très important, et un être humain qui ne ressent pas ces émotions-là, c'est très dommage. Et c'est même... ce n'est pas un être humain, parce que c'est seulement quand tu ressens le désespoir et la tristesse que tu peux être empathique envers l'autre aussi. Et c'est dans la tristesse que tu es d'autant plus empathique et d'autant plus altruiste, en fait, j'ai l'impression. Et la musique t'aide à être empathique et altruiste, parce que la musique elle l'est. Si le compositeur n'était pas empathique et altruiste et qu'il ne comprenait pas l'âme humaine, il ne pourrait pas composer une telle symphonie qui est habitée par tout un tas d'états d'âme et d'esprit et d'émotions.
En même temps, ça, apparemment, c'est au-delà de ce que la personne elle-même ou le compositeur ou l'artiste a vécu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'autre qui traverse, qui est bien au-delà. Donc, c'est même plus de la compréhension seulement mentale. On se connecte à quelque chose de... L'univers est grand, connecté, là, on se ressent. Absolument. Alors, bien sûr, il y a des êtres musiques où on reste encore très fortement dans la psychologie humaine ou dans les mouvements du cœur, mais il y a aussi des œuvres, c'est extraterrestre, on touche au divin. Ce souffle divin, t'en parles dans ton livre. Mais bien sûr, par exemple, Beethoven, je parle beaucoup de Beethoven parce que, bon, je sais pas, je l'aime beaucoup. Tu sais, il a l'air comme ça, très bourreau, très bourrin, comme ça, avec ses cheveux en feu, avec son regard comme ça, où tu vois les lasers qui sortent de ses yeux. Mais il avait un cœur tellement tendre, il était comme nous, il avait des échecs amoureux, il était parfois prétentieux, il avait envie de devenir le roi du monde, et parfois il était, non, mais je suis moins que rien. Enfin bon, il a passé par tous ces états-là, et il a voulu se suicider, enfin, bref. Mais ce qui me touche infiniment chez lui, c'est que pour lui, la musique, c'était un outil pour élever l'esprit des mortels, pour leur donner un autre sens que la vie des sens, que la vie du corps en fait. Et il disait qu'il s'identifiait, enfin qu'en tout cas il aimait énormément le mythe du Prométhéeus, qui véritablement vole le feu sacré pour le répandre en fait aux êtres humains. Et le Prométhéeus, il a voulu élever, enfin donner le savoir aux êtres humains en fait, les élever. Donc en quelque sorte on peut défier le Dieu, tu vois. Bon, donc Beethoven est passé aussi par cette période de rébellion où il a voulu défier Dieu, qu'il a abandonné en le rendant sourd. Il était très énervé contre le Créateur, en fait, à ce moment-là. Et finalement, il a dépassé cette période de rébellion, de désespoir, de suicide, pour finalement écrire dans son journal intime que tout ce qu'il compose, c'est pour Dieu, c'est pour servir Dieu, c'est pour servir le divin. Ah, d'ailleurs, il ne dit jamais Dieu. Il dit le Créateur, pour servir le Créateur, et je crois qu'il dit aussi le divin. Par exemple, Bach, lui, il écrivait tout pour le Dieu chrétien. Mais Brahms et Beethoven, ce n'était pas le Dieu chrétien, c'était le divin, c'était le Créateur. Il n'y avait pas de religion mais moi, ça me touche énormément parce qu'en apprenant, en étudiant tous ces compositeurs-là, ils me permettent de m'ouvrir, en fait, m'ouvrir aux dimensions qui sont subtiles et invisibles. Mais en même temps, il me ramène toujours sur Terre, parce qu'il faut bien bouger les doigts, il faut bien... C'est ça, ce fameux équilibre entre s'élever, se sentir connecté, mais aussi être concrètement... Finir les étoiles, allez maintenant au boulot, tu es touché par par cette sonate de Beethoven qui parle des étoiles, qui est magnifique, tout ça, mais bon, il faut quand même travailler, tu vois, il faut être en forme, il faut faire son travail au piano, et puis voilà. Et le souffle divin, alors comment tu décris ça, comment tu le vois, comment ça se matérialise justement quand tu joues? Le souffle divin. Écoute, c'est facile à écrire, mais difficile d'en parler. Souffle divin, c'est un très très grand mot, hein. En tout cas, lorsque je suis dans ce silence-là et que j'ai l'impression que je suis un avec le public, le piano, la scène et le compositeur et moi-même, et cet état n'arrive seulement que si j'ai atteint un niveau de maîtrise et de contrôle impeccable. C'est vrai que c'est la liberté, hein. C'est que lorsque je me sens en osmose avec le compositeur, la salle, moi-même, etc., ça veut dire que je suis tranquille. Ça veut dire que tout est possible. Ça veut dire que je suis complètement libre. Donc c'est l'opposé du contrôle, tu dis, quand j'ai tout contrôlé. Oui, alors c'est ça qui est très très étrange et c'est très marrant parce que cette liberté absolue n'arrive que si on me réveille à 3h du matin et on me dit « jouez cette sonate de Beethoven » et je sais la jouer, je peux la jouer. J'ai tellement travaillé cette sonate, j'ai tellement maîtrisé cette sonate qu'on peut me réveiller à n'importe quelle heure et je dis oui, il n'y a pas de problème, je la joue et c'est bon.
au moins au niveau maîtrise, j'ai atteint ce niveau-là. C'est seulement... Pratique. Voilà, de pratique. Et c'est seulement lorsque j'ai atteint ce sentiment de libération, puisque, évidemment, quand tu as tellement essayé de travailler, de maîtriser une œuvre, et que tu y es plus ou moins arrivé dans le sens où, c'est bon, on te réveille à 3 heures du matin, tu la joues, il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce que c'est ? C'est la libération. Totale. Alors après seulement, je peux arriver sur scène en sifflant comme ça, un petit air, tout détendu, et je peux enfin m'ouvrir à l'imprévisible, à l'inattendu, à la surprise. Justement, je suis prête à accepter peut-être l'inconcevable, peut-être l'imprévisible, parce que je le peux. Et ça, c'est le souffle divin. Si le travail n'a pas été fait avant, je dois tout contrôler sur scène. Je dois prévoir, oui, là, je vais faire là, je vais aller ici, dans ce passage-là, je vais faire cette expression, je sais pas quoi. Enfin bon, je commence à faire des stratégies de je sais pas quoi, qui, certes, c'est pas mal, c'est bien. C'est aussi, ça fait partie d'un degré de pratique et de jeu. Mais c'est pas suffisant pour moi. Ce n'est pas le souffle divin, tu vois. Magnifique. Est-ce qu'il y a autre chose, parce que ton livre est riche en enseignements, mais est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager, qu'on a peut-être pas évoqué ici dans cette interview et qui est important pour toi de dire par rapport à ton livre, justement le don du silence ou le son du silence. Le son du silence, pardon, le don aussi. Hein. J'ai toujours envie de l'appeler le don du silence, c'est drôle. C'est peut-être un meilleur titre, non. Non, le son du silence. Mais c'est bon, le don du silence aussi. Mais oui, puisque quand tu joues la musique, tu fais un don de silence, en fait, finalement. Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ce livre ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on m'a proposé d'écrire ce livre, au début, je me suis dit non. Je vais écrire que sur la musique, mais évidemment pas sur ma vie ou quoi. Parce que je me disais toujours, quelqu'un qui publie un livre de son vivant, mais alors je trouvais ça d'une prétention complètement ridicule. Parce que tu sais, tu as des musiciens comme ça, ma vie, ou je sais pas, ma biographie. Ça. Je me disais, mais c'est du marketing, ça va pas, c'est pas du vrai art, il faut s'offrir, il faut pas être connu, tu vois. J'étais un peu dans cet extrême. C'est pas pour rien que je voulais devenir nonne à 16 ans, je pensais que c'était vraiment la voie de l'absolu. Mais bon, je me suis calmée depuis. Et d'ailleurs, ce livre a été écrit grâce au journaliste Thierry Lyonnais, qui est journaliste à RCF, Radio Catholique de France. Et c'est lui qui m'a vraiment poussée à écrire ce livre-là. Et au début, je ne voulais pas. Je me suis dit, mais ça va pas du tout. Mais mon éditeur m'a dit, il faut quand même qu'on comprenne d'où vous venez, pourquoi vous êtes en France. L'éditeur Albin Michel. Voilà, il faut quand même le parcours. Et j'ai justement demandé donc au vénérable Sangdam pour savoir qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est très prétentieux. C'est pas du tout mon style. Et en plus, en fait, dans mon fort intérieur, j'avais peur que les gens me critiquent comme moi, j'ai critiqué des gens qui ont publié des livres de leur vivant en parlant de leur vie. Bon, il y a aussi ça, tu vois. Forcément, oui. Forcément, puisque ça revient, hein. Exact. Le karma, paf. Voilà. Et il m'a dit, mais quel est votre rêve ? Et puis je lui ai dit, quand j'avais 8 ans ou 9 ans, je disais à tout le monde, je veux devenir la lumière du monde. Bon, maintenant tu dis ça, t'es un peu cinglé, mais quand t'as 8 ans, ça va, c'est mignon, tu vois. Mais je veux véritablement répandre la lumière, c'est bien de faire ça, tu vois. Et puis je lui ai dit, j'ai envie de de populariser, la musique classique. Et le vénérable m'a dit, écoutez, si votre livre peut contribuer à ça, justement à ces deux rôles, à ces deux tâches, mais au contraire, publier un livre sur votre vie, ça sera un don de soi. Vouloir la garder seulement pour vous, parce que vous avez peur des critiques, ça sera égoïste en fait. Donc il m'a complètement fait changer de regard de la vie. Donc voilà, et en écrivant ce livre, j'avais vraiment pensé à moi-même quand j'étais ado, et je me disais, voilà, je vais écrire un livre que j'aurais voulu lire quand j'avais 15, 16, 17, 18 ans, quand j'étais en plein conflit, on pourrait dire un peu spirituel aussi. Et intérieur ?
très intérieurs et musicaux et sociaux, et parce que je me suis beaucoup battue pour avoir la carte de séjour tous les ans en France, et c'était vraiment une guerre. C'était absolument tout ça parce que je suis née un peu loin, tout ça parce que je viens d'un autre pays, la façon dont on me traitait, mais alors c'était hallucinant. C'était vraiment hallucinant. Il fallait que je sèche tous mes cours la matinée, que je fasse la queue à la préfecture, que j'attende avec un ticket, qu'on me laisse enfin entrer dans l'immeuble. Et puis je voyais des gens qui ont dormi avec leur tante depuis la veille et puis qui n'arrivaient toujours pas à entrer dans l'immeuble. Et on me parlait comme si on était des chiens. Enfin bon, je comprends que c'est très difficile, ce métier d'accueillir les étrangers, mais c'est aussi difficile d'être étranger dans un pays autre. Et j'ai profondément ressenti la normalité du système humain, parce que tu vois, quand tu penses à un ver de terre, le ver de terre, il peut tout à fait passer à la frontière, personne ne l'embête. Un oiseau, il peut passer à la frontière, personne ne l'embête. Un être humain, on n'a pas le droit. C'est quand même incroyable. Ça veut dire qu'on est moins qu'un ver de terre. Enfin, c'est quand même fou. Et tous ces conflits-là intérieurs que j'avais, que je questionnais le monde, le système, mais pourquoi. Bon, tout ça, j'ai développé dans mon livre. Et d'une façon, évidemment, un peu plus calme, avec du recul, avec expérience, avec des choses que j'ai apprises, on va dire. Et du coup, voilà, c'est un livre que j'aurais adoré lire quand j'avais 16 ans, tu vois. Merveilleux, et qu'on peut retrouver donc partout. Ça, c'est facile à se le procurer parce qu'Alma Michel est très bien distribué. Et c'est un merveilleux livre. J'avais une autre petite question par rapport à Sangdam que je vais interviewer après, que tu adores. Et tu voyages énormément avec lui. Tu habites en Suisse maintenant, c'est ça, mais tu vas de temps en temps en Corée. Tu es très connu là-bas, hein? Enfin, je vais beaucoup en Corée parce que j'ai toute ma famille là. Et puis surtout, mon livre est aussi sorti en Corée. Alors, je vais le défendre, je vais faire des concerts et puis je vais voir ma famille. Donc, moi, j'aime beaucoup faire moitié-moitié. Moitié Europe, moitié la Corée. On adore t'avoir, on a hâte de te voir beaucoup plus en concert en France et puis de faire des beaux duos comme tu fais avec Sangdam. C'est un bonheur de l'avoir, Métis co-créateur. On vous embrasse très fort, hein, et on se retrouve très bientôt, je suis sûre, que ce soit la Suisse, la France ou la Corée, pourquoi pas? Avec plaisir, Lilou. Merci de me recevoir encore une fois. C'est toujours un grand plaisir de parler avec toi. Tu saisis, tu perçois l'essence de l'autre, j'ai l'impression, dans tous tes entretiens, parce que moi, je suis une grande fan de Lilou. J'ai tout... j'ai peut-être pas tout vu, mais alors... parce qu'il y en a beaucoup, il y a des milliers, hein, il y a peut-être des dizaines de milliers. J'ai tout vu de toutes tes vidéos en anglais et en français, et je parle de toi à tout le monde, et le fait que je t'ai rencontré, que tu m'as interviewé, c'était un peu une révélation, puisque écoute, un peu une surprise après avoir passé des années à t'écouter. Donc c'est étrange. Ouais, mais ce qui est, on est sur une même résonance, dans le sens où je pense qu'on se retrouve tous maintenant, on se reconnecte pour s'entraider, pour être là les uns pour les autres. Puis il y a aussi des choix à faire. Je sais que tu as des choix à faire, et les choix que j'ai à faire, mais pour moi tu révèles la musique et tu te révèles au monde. Enfin, c'est beau, ça nous fait du bien, ça nous donne des ailes, ça nous donne de la liberté d'être aussi nous-mêmes encore plus dans nos vies quand on entend des témoignages comme ça. Donc merci, Angélé. Merci beaucoup, Lilou. On vous embrasse très très fort tous les co-créateurs. Gros bisous de Paris, du Méridien. À bientôt.